Je me rappellerai toute ma vie quand on a eu les décisions et qu'on a appris qu'il fallait fermer 32 ou 33 centres, mettre tous les collaborateurs au chômage, sans savoir quand est-ce qu'on pourrait rouvrir, sans savoir ce qu'allait faire cette épidémie, sans savoir les aides auxquelles on allait avoir accès, sans savoir s'il faudrait continuer à payer les loyers, etc. Enfin, on avait des questions comme ça auxquelles on était incapable de répondre. Et clairement, ça mettait en péril la viabilité de l'entreprise, quoi. On savait vraiment pas où aller. Bienvenue sur Tout un sport. Record du monde, Michael Phelps qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez fait les garçons. Vous êtes des géants. C'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. L'équipe de France est championne du monde. Et l'équipe de France championne olympique. Tommy Ryder. Oui, champion. Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous. Eh bien aujourd'hui, début de l'été, je reçois Julien Falgoux. Bonjour Julien. Bonjour Frédéric. Julien est le fondateur de Urban Soccer, mais pas que, Urban Padel, Urban Village, et il nous expliquera tout ça. Mais avant, comme vous en avez l'habitude sur Tout un sport, il va passer au crible du portrait chinois. Et on va démarrer tout de suite. Julien, si je te demande un lieu, quel est le lieu qui te vient à l'esprit ? L'Auvergne. Je suis auvergnat. Nature, les volcans d'Auvergne, le massif du Sancy. Moi, je suis originaire de là-haut. Des contrées fabuleuses, des paysages incroyables, méconnus, et ça nous va bien. Comme ça, on n'a pas trop de monde et on en profite. Et tu as totalement raison. Moi, je ne connaissais pas non plus, et j'ai des amis qui ont on va dire, bougé jusque-là. Et depuis, waouh, c'est un lieu plein de nature que j'adore. Bah ouais, on a une région incroyable, et pour tous les amoureux de nature et de sport de nature, c'est juste dingue, tout ce qu'on a. Ouais, puis avec des bons fromages aussi. Mais il ne faut pas trop le dire. Ouais, faut pas le dire, c'est clair. C'est clair. Si je te parle d'un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré, il serait plutôt salé? Moi, je suis un grand gourmand, j'aime tout. Je vais enchaîner sur la truffade. La truffade, c'est un plat typique de l'Auvergne, Ouais. de pommes de terre. Et mon papa était le grand spécialiste de la truffade, qui était restaurateur. Donc, il faisait la meilleure truffade d'Auvergne. Waouh. Parents restaurateurs, ça Ouais. c'est pas mal. Ouais, ok, Ouais. d'accord, on y reviendra certainement, peut-être. Si je te demande dans le portrait chinois, une passion et ou un passe-temps, ça peut être deux choses différentes, ça peut être les deux en même temps, ça dépend. Passion, je sais pas, ou les deux, mais je dirais moi ma petite soupape, c'est mes footings dans les bois, dans la forêt, dans le parc des volcans d'Auvergne. Voilà, des petits footings qui me permettent de décompresser, déstresser, de prendre un grand bol d'air. C'est une vraie soupape, c'est à la fois ma passion et mon passe-temps. Ok, tu me donnes envie. Tu me donnes envie là. Si je te parle d'une personne, d'une personnalité qui compte, qui t'a inspiré, qui compte encore, tu me parlerais de qui? J'ai croisé plein de gens super, moi, dans mes activités professionnelles. Ce que j'ai remarqué, c'est que plus on va dans les gens qui sont assez hauts dans la hiérarchie des entreprises, etc., souvent on a des gens qui sont super. Je pense à un monsieur que j'ai essayé de contacter, que j'ai eu en contact il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Jean-Claude Blanc, qui était l'ancien directeur général du PSG, qui était un mec génial, hyper abordable, avec une carrière extraordinaire, et pourtant hyper simple, hyper abordable et hyper professionnel. Et après, si je devais en retenir un, c'est peut-être Claude Michy, avec qui on a beaucoup appris, qui est un peu notre mentor. Quand j'ai commencé dans l'événementiel, Claude Michy, c'est un promoteur, il est auvergnat comme moi, il est de Clermont. J'ai commencé ma carrière professionnelle avec lui, et il m'a beaucoup inspiré, beaucoup appris sur cette capacité de travail, cette organisation de travail, ce que c'est qu'être entrepreneur, prendre des risques. Voilà. Il est promoteur du Grand Prix de France moto au Mans, maintenant des 24 heures de Spa. Il a fait énormément d'événements partout. Et voilà, c'est un grand professionnel, mais dont je suis proche et qui m'a toujours, voilà, je pense qu'il m'a beaucoup aidé au début dans la construction de ma carrière.
Ok, super. Bel hommage que tu lui rends, c'est top. Mm. Maintenant qu'on a fini le portrait chinois, comme on est dans tout un sport, je vais te poser encore 3 questions pour apprendre à mieux te connaître. Si je te parle d'un souvenir de sport en tant que spectateur, lequel te viendrait en premier là à l'esprit? Euh, ben, il y a un moment qui m'a marqué beaucoup, c'est que on va voir il y a 4 ou 5 ans un match de Ligue des Champions au Parc des Princes entre le PSG et Barcelone. Et avant le Mhm. match, on est en tribune principale et devant nous, il y a Messi et Dani Alves qui se font des passes. Et ils sont chacun, il y en a un sur la ligne médiane, l'autre sur la ligne de touche au fond. Et ils se font des passes, donc ils sont à 40 mètres ou 50 mètres l'un de l'autre, et ils se font des passes sans que le ballon touche par terre en 2 touches de balle. Et Mhm. c'est un moment qui m'a marqué, où j'ai pris conscience du niveau technique et de l'écart technique qu'il y a entre ces joueurs-là et le reste du monde. Et voilà, je suis resté abasourdi de voir ça. Ok, ok. Et cette fois, si je te demande un souvenir de sport en tant qu'acteur, qu'est-ce que tu me dirais? Bah, mon dernier match de foot à 5, c'était mon grand retour après une longue période de blessure là. J'ai rechaussé mes crampons synthétiques et j'ai pris un plaisir incroyable à jouer. Et donc c'était un vrai bon moment que j'avais pas eu depuis des années. Ok, ok. Ouais, et J'adore ça se la- sent dans la voix. non mais la pratique du foot à 5, je le dis souvent parce que les gens, je pense, ont jamais compris ça au fond. C'est que le foot à 5, c'est pas simplement un terrain de gazon synthétique qu'on met comme ça. Voilà, c'est un jeu en lui-même, un jeu court où on a des sensations incroyables, où on fait des combinaisons, où on marque des buts, où il n'y a jamais de temps mort. Et moi, je kiffe, je kiffe. Voilà, je suis le premier client et j'adore ça. Voilà. C'est top. Et on dit souvent, hein, normalement, quand on crée son entreprise, c'est bien quand on est le premier client et ça a l'air d'être ton cas. Et je te rejoins en tant que, moi, plutôt fan de basket et pratiquant de basket. Je retrouve plus de similitudes dans le foot à 5 que quand le foot grand terrain. Donc, c'est vrai que c'est toujours un petit plaisir Ah bah d'aller ouais. pratiquer. Mais tu sais qu'il y a des similitudes dans les combinaisons. Ça se joue à Ouais. 5. Tu es sur un système d'attaque-défense permanent, sans temps mort. C'est assez similaire du basket. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et ma dernière question en lien avec le sport, c'est dans ton entourage proche, dans ta famille, etc., quelle est la place du sport? Est-ce que justement tu as été conditionné petit? Parce que des fois, il y en a qui se disent, pour entreprendre dans le sport ou pour être sportif de haut niveau, il faut absolument avoir baigné dedans. Et donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, je pose cette question aux invités. Est-ce que toi, tu as baigné dans le sport? Tu es le seul passionné de sport dans la maison? Comment était situé le sport dans ton environnement familial? Non, ouais, le sport a toujours été très présent. Nous, on est 3 garçons, on est 3 frères, donc on a toujours fait du sport. Je pense qu'à nous 3, on a fait à peu près tous les sports qui existent. On changeait de sport en permanence. Et puis, nous, on a un ADN. Moi, j'ai grandi je le disais au départ, mais j'ai grandi dans le Sancy, donc au milieu de la nature. Donc, on était en permanence à faire du VTT, du ski, etc. Et mon papa, mon frère a été moniteur de ski. J'ai des cousins qui ont été dans l'équipe de France de ski. Et mon papa était assez bon en ski de fond. Et D'accord. il a été, c'est tout, 8 fois champion d'Auvergne. Il a été vice-champion de France de ski de fond. Enfin voilà, il a eu Ah ouais. bon la Ouais. gueule. Donc dans Ok. le ski et puis globalement dans le sport, parce on faisait tout ce qui existait, on le faisait quoi. Voilà. Mais j'ai jamais eu le foot, j'ai toujours adoré ça et j'y ai joué pas mal, mais j'ai jamais eu voilà, par ça, on a touché à tout quoi. On était vraiment des touches à tout. D'accord, ok. Donc pas ancien footballeur de haut niveau, etc. Non, Enfin voilà, c'est parce que c'est important et ça détermine aussi pour certains dire ouais, je peux faire ça que si j'ai des contacts dans le sport de haut niveau, que si j'ai été ancien joueur. Et ben ton parcours va prouver que c'est pas forcément vrai. non, pas du tout, pas du tout, pas Ok. du tout. Ancien joueur de moyen niveau. Très bien. Bah donc Julien, je vais te laisser nous raconter un peu ton parcours et j'ai vu que un des moments pivots de ton parcours entrepreneurial démarre tout de suite dès le master avec un stage. Mais voilà, je vais te laisser un peu nous expliquer ce qui t'a amené aujourd'hui à être le fondateur et le directeur général de plusieurs structures autour de celle, je dirais, dans le mindset commun qui est Urban Soccer, mais il y en a d'autres et tu nous expliqueras justement comment tout ça s'est construit. Je te laisse la parole, je te laisse nous expliquer un petit peu quel est ce démarrage là sur ce master de management du sport.
Ouais, effectivement, j'avais commencé, c'était une faculté qui dépendait des STAPS et des sciences du sport. Moi, je voulais travailler dans le sport et c'est ce qui m'intéressait. Donc j'avais fait une filière management du sport parce qu'il y avait que ça qui existait réellement. J'ai fait une maîtrise et puis après je suis parti faire à l'époque on appelait ça un DESS, maintenant c'est un master en management international du sport. Et donc j'ai enchaîné là-dessus et puis parallèlement à cette formation, je faisais des stages et j'ai commencé mon premier stage avec Claude Michy dont je parlais sur les 24 heures du Mans. On gérait toute la partie marketing des 24 heures auto et moto à l'époque. Et donc, j'avais fait un super stage sur les 24 heures du Mans. Et puis, pendant ce master, j'avais, moi, depuis toujours, bossé sur l'événementiel sportif. Et je m'étais rendu compte qu'il n'y avait rien qui existait en termes d'ouvrages, de références, bibliographiques. Et donc, j'ai proposé à la fin de mon rapport de stage, j'ai proposé à mon maître de stage, Michel Desbordes, je lui ai dit, j'ai fait la présentation orale de mon rapport. J'ai eu les félicitations du jury. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais je pense qu'on peut se servir de mon rapport de stage pour écrire un livre. J'ai vu dans son regard qu'il se passait quelque chose. Et il m'a dit, on va en reparler. Puis une semaine après, il me rappelait, il me disait, j'ai trouvé une maison d'édition. Donc on a écrit un livre qui s'appelle Organiser un événement sportif, qui est sorti à l'époque, il y a 20 ans maintenant, mais qui a été réédité 4 ou 5 fois. On en a vendu plus de 15 000 exemplaires. Wow. Et puis j'ai enchaîné là-dessus sur l'événementiel avec Claude Michy, pour lequel j'étais salarié pendant 6 mois. Et puis très rapidement avec Cédric Guel, mon associé de toujours, on s'est dit, mais nous, notre vision, c'est d'être indépendant, de créer notre boîte, mais on pourrait continuer à travailler dans l'événementiel. Donc, on a proposé à Claude de continuer de bosser avec lui, mais d'être prestataire, et donc de créer notre société. On a créé notre première société dans l'événementiel qui s'appelait S-Events. Et là, on a travaillé pour plein d'événements sportifs, avec Claude Michy, beaucoup, sur le Grand Prix de France Moto, dont on gérait la commercialisation. On a travaillé sur des événements au Stade de France, sur le Trophée Andros, sur des championnats d'Europe de patinage artistique. Et à chaque fois, donc, c'était Claude Michy qui organisait, qui était le promoteur, le grand coordinateur, tout ça. Mais nous, il nous filait des petites briques à organiser, la commercialisation, la logistique. Et donc, on venait se greffer tout ça. Voilà. Donc, c'était des moments géniaux. Et ça a duré pas mal d'années, mais c'était en 2002, on a créé Seven. Et en 2004, on a créé notre premier centre Urban Soccer. Donc, à l'époque, ça s'appelait Soccer 5, avec des potes de Clermont, puisqu'on ne pouvait pas tout faire. Et donc, on a tout géré. En fait, on gérait le centre, le lancement du centre, avec nos copains qui étaient associés. On avait un pote, Yo, qui tenait le centre. Et puis, en 2006, on a ouvert le deuxième centre à Saint-Étienne. Qui était un énorme challenge à l'époque parce qu'il fallait qu'on se lance avec un loyer extrêmement important. Enfin voilà, on avait pris beaucoup de risques, on avait mis les maisons en caution, etc., etc. Wow. Et puis à Saint-Étienne, c'est parti. Au bout d'un moment, on était rempli, on avait des terrains, etc. Ça, c'était en 2006. Et qu'est-ce qui le foot à 5, j'arrive pas à me replacer dans mon état d'esprit de 2001-2002, mais le foot à 5 à cette période-là, c'est un truc qui commence à se développer. Ça se développe à quelle période? C'est toi justement qui est Non, vous êtes un peu précurseur? Ouais, on lance le projet en 2003 et je pense les seuls terrains qui existent de mémoire, ce sont les terrains du vrai précurseur du foot à 5 en France, qui s'appelle Hugues Bertagnolio, qui avait monté un centre à Rennes. Et à l'époque, il était dans le parc des expos de Rennes. Il était obligé de démonter tous les étés parce qu'il y avait des grandes manifestations agricoles qui venaient. Donc, c'était de la moquette, des rouleaux de moquette et tout. Mais c'est lui qui l'avait lancé. Il l'avait lancé dès 98, après la Coupe du Monde. Et il avait ce centre. Il s'était inspiré du modèle anglais parce que ça existait en Angleterre, mais ça n'existait pas en France. Et il y avait un autre phénomène qui se développait beaucoup, qui s'appelait le jerky ball. Le jerky ball, c'était des petits terrains à 2 contre 2. C'était un mélange de squash et de foot. On jouait ça avec un petit ballon. Et nous, notre pote Yo, il avait vu ça aussi à Montpellier. On avait vu ça et on s'est dit, mais nous qui trouvions jamais un lieu pour jouer, on est parti sur Jerky, puis on s'est rendu compte qu'il y avait ce foot à 5 et donc on a dit on va faire un truc hybride. Et en fait, très vite, quand on a ouvert, on a vu que les gens passaient devant les terrains de Jerky puis allaient sur les terrains de foot à 5. On a tout de suite compris. Alors, on avait mis une option sur le bâtiment d'à côté pour pouvoir s'agrandir. Et c'est parti comme ça, mais non, ça n'existait pas. Ça existait en Angleterre, uniquement en outdoor d'ailleurs, sur des terrains extérieurs. Et puis il y a Hugues qui avait créé ça, quoi. Et puis Hugues, on était allé le voir à l'époque, il nous avait réservé un super accueil. On s'est associé d'ailleurs par la suite. On l'a racheté ensuite, c'est devenu un des centres de notre réseau. Mais c'était lui le vrai précurseur. Et nous, on a fait le premier modèle un peu hybride, et puis après, on a lancé tout ça. Voilà.
Et donc, quand vous lancez celui de Saint-Étienne qui se remplit bien, qui est une ville, on va dire, moyenne hein, de France, Ouais. tout de suite dans la tête, vous êtes à plusieurs à vous dire il y a ambition de pouvoir démultiplier ça, ou alors vous dites on va quand même attendre, puisque vous aviez mis quand même les maisons en caution et autres. Bah, avec Cédric, nous, dès qu'on a ouvert le premier, on avait déjà pour visu de se développer et d'en faire un réseau national. Après, D'accord. ça, tu sais, c'est dans la tête, c'est dans les rêves, c'est dans les espérances, mais c'est une fois que tu ouvres ton centre et que tu vois que ça va, si ça marche, que voilà, au début, tu Ouais. prends des risques et puis tu sais pas. Donc, clairement, on s'était bien lancé. Saint-Étienne, ça a été la deuxième, et puis on a pu s'appuyer sur notre Vincent Buisson, qui était un collaborateur de Clermont, qui a accepté de partir prendre la responsabilité du centre là-bas et qui est devenu aujourd'hui directeur général adjoint du groupe, qui nous a suivis depuis toujours. Et donc, c'est lui qui est allé là-bas. Et à l'époque, bah, c'était tout comme ça, quoi. On faisait tout comme ça. C'était pas à l'arrache, mais bah, il n'y avait rien de structuré. Donc, tout était créé à chaque moment. On avait des problèmes en permanence, des problèmes techniques, des problèmes à régler, juridiques, tout ce qu'on veut. Et donc, nous, on faisait tout ça. Et puis, avec Cédric, on naviguait entre notre société d'événementiel et les centres. Donc, on allait passer les soirées dans le centre, s'occuper des vestiaires. On rentrait la nuit, on attaquait le matin. De 2006 à 2010, on a commencé à ouvrir, à développer. Là, ça a été un rythme costaud. Là. Il a fallu qu'on était vraiment sur tous les fronts et c'était très, très chaud. Et Oui, donc, en parce que fait, la suite, les ouais, gens, ce qu'ils voient pas dans l'entrepreneuriat, c'est que même si ça se développe et autres, t'as pas toujours les moyens d'embaucher, donc tu fais plein de trucs toi-même parce que t'as pas souvent le choix. Souvent, ils voient l'extérieur de la façade, ils se disent c'est bon, on a été faire un foot 5, c'est super et tout. Mais toi, derrière, bah, comme tu le dis, tu as deux activités, il faut que tu en rentabilises une pour continuer à développer l'autre et ainsi de suite. et puis, tu es toujours, en fait, comme on voulait se développer, tu es toujours dans un schéma où tu as besoin d'investissement, tu as besoin d'investir Ouais, pour créer des nouveaux centres. Les autres sont en lancement, mais il faut qu'on arrive à les rentabiliser assez rapidement pour pouvoir amener au développement. Et puis, tu as des charges dans le modèle. L'autre jour, on a été un peu décrié sur les réseaux sociaux sur le modèle. Les gens se plaignaient que ça coûtait un peu cher, mais hmm, il faut avoir conscience de toutes les charges qu'on a, de personnel, de loyer, parce qu'on a des grosses surfaces, et donc ça coûte très ouais, cher. bien sûr. L'énergie aujourd'hui qui coûte extrêmement cher. Donc, c'est toujours des modèles à équilibrer. Et donc, bah, au début, tu ne fais que prendre des risques. À chaque ouverture, il y a un nouveau risque. Et même quand tu as 3, 4, 5 centres, si tu en as un qui se lance mal et il peut mettre l'ensemble en défaut. Et Ouais, après, tu rentres dans une structuration qui n'est pas facile parce que tu es toujours en train de jongler entre le besoin de structurer un siège, de structurer des équipes, d'amener des services à tes plusieurs centres. Et puis, bah, le fait de rester sobre malgré tout, parce que tout ça, c'est en train de se construire, qu'il faut du ouais. temps, et que tu peux pas aller plus vite que la musique, parce que sinon, tu as vite fait aussi de surcharger la boutique, et là, bah, tu peux mettre en péril l'ensemble. Donc, tu es toujours dans cet équilibre précaire entre le développement, les besoins du développement, les besoins de structuration, et puis ouvrir des centres et les laisser prendre leur rythme de croisière. Et puis, je suppose qu'au fur et à mesure que vous commencez à créer des centres, il y a d'autres structures qui commencent à se créer de foot à 5 et sur lesquelles bah, voilà, il faut jouer un petit peu aussi avec la concurrence. Ouais, bien sûr. Alors, du coup, nous, Saint-Étienne en 2006, à partir de 2008, on fait rentrer Jean-Philippe Ray, notre associé, qui nous amène des fonds et qui nous permet de nous développer. Et à partir de 2010, effectivement, on a commencé à ouvrir dans plusieurs villes et on sent que la concurrence se développe beaucoup plus, arrive. Et donc là, l'important pour nous, c'est d'aller prendre des positions fortes dans des grandes villes, sur des emplacements qu'on considère comme étant les meilleurs emplacements. Et donc, bien sûr, il faut faire aussi avec la concurrence qui se développe et essayer de ne pas se marcher les uns sur les autres parce que euh, remplir les créneaux de 18, 19, 20, 21, ça, tout le monde sait le faire. Par contre, remplir les créneaux plus tôt ou plus tard, c'est beaucoup plus dur. Et c'est d'autant plus dur qu'il y a de la concurrence puisque tout le monde va sur les créneaux d'entrée de soirée accessibles. Et à ce moment-là, tu remplis plus les autres créneaux. Et du coup, tu as un business model qui est fragilisé, quoi. Voilà. Il faut arriver à Ouais, agrandir ouais. ta plage horaire pour faire en sorte que ce soit rentable. Ouais, et la difficulté, c'est que si je veux faire du foot à 5, que toi, tu es déjà plein,
moi, je vais vers un concurrent, ça se passe bien chez le concurrent, j'y reste, et puis tu as perdu un potentiel. Donc effectivement, tu as raison, tu dois et non seulement remplir, et en plus assurer un service au top pour faire en sorte que les gens reviennent. Bien sûr. Et puis tout le Mm. monde est pareil, c'est-à-dire tout le monde a une vie Mm. à côté, professionnelle, personnelle, et donc c'est plus facile d'aller jouer à 19h ou à 20h qu'à 21h30 ou 22h. Bien Voilà, sûr. pour tout le monde. Donc voilà, et tout ça, il faut l'équilibrer, quoi. Et donc le développement de Urban Soccer avance, et il y a derrière l'idée de créer des partenariats avec des marques, d'essayer d'intégrer le monde de l'entreprise aussi. À quel moment vient cette idée? Parce que j'ai vu qu'aujourd'hui vous commenciez à avoir des partenariats, mais est-ce que c'est dans le cadre du développement ou ça s'est fait à plus long terme? C'est dans le cadre du développement dès le départ, mais forcément, ensuite, plus tu grossis, plus tu as de trafic, plus Mhm. tu as d'audience sur les sites, plus tu as du volume sur des quantités que tu vas passer de vente de produits, de boissons, d'équipements, etc. Et donc, plus tu deviens intéressant pour les marques. Et donc, c'est vrai que avec le temps, on sent que en plus la pratique est hyper tendance dans ces années-là, 2010, 2015. C'est complètement nouveau dans l'esprit, dans la manière de pratiquer, dans ce qu'on amène. Et donc, assez rapidement, en fait, on attire des marques. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est leader et on a des marques partenaires qui sont aussi leaders. C'est Nike, c'est le groupe Coca avec Powerade, c'est Heineken, j'ai pas le droit de les citer, mais je les cite quand même. Euh, Ouais, on est sur un des marques- podcast, tu peux y aller. ouais. À boire avec Euh, modération, voilà. Exactement. Et donc, en fait, tout ça, c'est des marques extrêmement importantes qui nous font confiance et qui ont un partenariat depuis des années et qui sont arrivées avec le temps et avec le développement et qui, du coup, sont restés avec nous. Voilà. Mais effectivement, ça s'est construit, quoi. Et à quel moment il y a cette idée d'aller au-delà de Urban Soccer, et j'ai vu que Urban Padel c'est 2015, donc c'est assez tôt quand même, parce que le padel aujourd'hui on en parle beaucoup, mais à l'époque c'était pas aussi clair. Et puis ensuite il y a aussi Urban Village, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cheminement? Parce que même si on est sur du sport, déjà l'idée c'est à quel moment tu choisis tel sport ou tel sport. Et puis la deuxième chose, c'est que tu peux avoir des entrepreneurs qui veulent entreprendre dans le sport et qui se disent, tiens, ça peut m'aider la manière dont ils ont réfléchi. Ouais. Et, bon, le padel, effectivement, nous, on a découvert ça très, très tôt, quasiment en même temps que le foot à 5 ou juste après. Mhm. Euh, Et le padel, on l'avait vu en Espagne parce qu'on était allé voir des centres. Il y avait des centres qui existaient indépendants de foot à 5 et on avait découvert le padel. Et donc, on a senti tout de suite que, il y avait des vraies similitudes avec le foot à 5 sur le côté convivial, sur le côté ludique, sur le côté accessible du sport. Voilà. Mais à l'époque, on pouvait pas tout faire, on pouvait Ouais. pas tout lancer en même temps et on souhaitait pas le faire. En 2015, le padel commençait à se développer un peu plus commençait à arriver dans le sud de la France. Et on avait un site à Lille où on pouvait mettre des terrains de padel parce que on pouvait pas mettre de terrain de foot à 5. On avait déjà 11 Mhm. terrains dans notre centre de l'Ezen. Donc on s'est dit qu'on allait tester et apprendre et que le jour où on voudrait développer le padel et renforcer ça, si on trouvait que la pratique était bonne et qu'on savait la gérer, nous on avait déjà les fonciers, on avait déjà les sites, et donc développer après cette pratique avec tout notre savoir-faire, on saurait le faire, quoi. Voilà. Donc on a attendu que le marché se développe un peu, qu'il soit mature. On n'a pas voulu, parce que le marché du foot à 5, c'est nous qui l'avons créé, c'est nous qui l'avons ouvert. Et Mhm. donc c'est aussi beaucoup d'efforts parce que chaque fois que tu arrives dans une ville, tu arrives avec quelque chose de nouveau qu'il faut que les gens connaissent, apprennent à connaître. Et là, on savait que la pratique, vu ce qui s'était passé en Espagne, allait arriver. Et donc, voilà. Donc on a dit, on prépare tout ça, et puis le jour où le marché sera mature, on le fera. Et puis il y a le Covid qui est passé par là, parce que 2015, Ouais. 2019, on a continué à vraiment finir de structurer toute la partie Ban Soccer. Puis après, pendant le Covid, on a commencé vraiment à travailler dessus pour ouvrir en sortie de Covid. Et là, on est à une quarantaine de terrains. On Wow. aura une centaine de terrains d'ici 2024, là, d'ici une grosse année. Donc, Ok. on développe, on développe. Ok. Donc c'est aujourd'hui Urban Padel, c'est une référence du padel. Vous êtes les numéro un en France sur les terrains, ou il y a un autre concurrent? Non, il y a notre concurrent
et confrères, le Five qui a développé, eux, ils ont pris de l'avance sur le paddle. C'était beaucoup plus petit sur le foot, mais ils ont pris le virage paddle plus tôt que nous, en ouvrant un peu le truc. Et ce sont eux, je pense, les leaders aujourd'hui. Il y a pas mal de sociétés qui se développent. On sent aujourd'hui dans le paddle ce qu'on sentait dans les années 2010 et dont je parlais tout à l'heure dans le foot à 5. Cette espèce d'effervescence où la pratique est hyper tendance, hyper à la mode. Ouais. Tout le monde veut ouvrir, les anciens joueurs, les entrepreneurs passionnés, tout le monde veut ouvrir ses terrains de paddle aujourd'hui. Donc c'est exactement ce qu'on a connu en 2010. Et voilà. Mais sauf qu'aujourd'hui, le développement il est assez complexe parce que le foncier et trouver des locaux pour développer des complexes de paddle avec un foncier raisonnable, c'est très très compliqué. Ouais, donc déjà il y a cette problématique de prix et j'ai entendu aussi qu'il y avait aussi des problématiques par rapport au bruit parce que le padel fait plus de bruit. T'as eu à subir ce genre de problématiques? Ah ouais, bah, quand on s'installe dans des zones urbaines, et puis plus les zones sont denses en général, plus il y a des zones de chalandise importantes, donc Bien c'est sûr. intéressant. Par contre, effectivement, dès qu'on est à côté d'habitations, bah, ça peut vite faire du bruit et ça peut vite être gênant. Et donc, faut faire très attention à ça parce qu'on sur des terrains extérieurs notamment, on peut vite être contraint sur des horaires d'ouverture. Et du coup, ça limite fortement le développement de l'activité. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, et puis si tu as investi sur un terrain et que derrière tu te rends compte que tu peux pas l'exploiter à 100%, bah, financièrement, au bout d'un moment, voilà, Ah, ça sera ça très pique un peu. compliqué. Ouais, Eh oui, ouais, oui. c'est clair. Et puis bah, en début de soirée, les gens ont envie d'être tranquilles chez eux et n'ont pas Ouais, envie d'entendre d'avoir du bruit des raquettes qui tapent. c'est clair, c'est clair. Et tu peux nous parler un peu d'Urban Village? C'est quoi? C'est l'idée de regrouper Urban Soccer et Urban Padel ou c'est vraiment encore plus, enfin plus d'activités que ça? Quand Jean-Philippe Rey rentre au Capital avec nous en 2008 et puis après en 2010, dès le début, on a compris qu'on avait besoin d'énormément de foncier, de bâtiments couverts et de très grandes surfaces pour pouvoir développer nos activités et qu'il y avait des loyers importants et que pour pouvoir se développer, il fallait passer par cette clé. Et donc on avait dès le début, nous, la volonté de maîtriser l'immobilier, de pouvoir acheter l'immobilier à chaque fois qu'on pouvait. Et donc on s'est développé en prenant des sites à la fois à la location Mm. et à la fois à l'acquisition, ce qui nous permettait aussi d'aller plus vite. Donc on a acquis pas mal de sites et puis assez rapidement, mais entre 2010 et 2015, on a acheté des sites, mais je trouvais aussi des sites parfois dans le développement qui étaient trop grands pour l'activité urban soccer, ensuite pour l'activité urban soccer et urban paddle, par contre qui correspondaient sinon en tout point à ce dont on avait besoin. Et donc on a eu l'idée de commencer à prendre acquérir des bâtiments et des fonciers plus grands, de les louer à nos sociétés d'exploitation, urban soccer, urban paddle, et ensuite de faire venir des spécialistes, chacun dans leur domaine, dans l'escalade, dans des salles de fitness, dans des plaines de jeux pour enfants, dans des trampolines parcs, etc. Et donc, on a créé Urban Village en se disant, on va regrouper les activités de sport et de loisirs parce que c'est des activités qui ont les mêmes problématiques foncières, qui ont besoin de loyers accessibles, d'avoir des niveaux de charge maîtrisés pour pouvoir se développer. Et en plus, on fait un lieu de destination. Ça va créer une émulation entre toutes ces activités, une visibilité. Et donc, on a lancé ça à peu près dans les mêmes années, en 2015 à peu près. Et donc, on a développé Urban Village. Et donc, on a une dizaine de sites maintenant, on a pas mal dans les cartons. Et ça nous donne une corde de plus à notre arc pour pouvoir nous développer. Et puis surtout, une maîtrise foncière qui est extrêmement importante, surtout dans les périodes actuelles avec des fluctuations de loyers, d'indices sur les loyers qui sont extrêmement fortes et des coûts énergétiques qui s'envolent. Et donc, maîtriser le foncier, c'est une arme de plus, quoi. Ok. Avant de venir sur le présent, moi je voudrais revenir sur un épisode parce que comme le cinéma et d'autres loisirs, au moment où le Covid arrive et au moment où l'annonce de la fermeture des zones tombe, comment toi tu vis le schéma? Parce que en tant qu'entrepreneur, ce que les gens ne voient pas, c'est que
il peut y avoir une activité rentable, mais si derrière, du jour au lendemain, tout le projet de développement se casse la figure, tout peut se casser la figure en quelques minutes. C'était quoi l'état d'esprit dans lequel tu étais? Tu étais dans le côté je vais me battre, je suis un sportif, avec l'âme d'un sportif et je vais y aller, ou c'était on verra bien, ou il y avait même du pessimisme, hein, parce que ça peut être le cas, vu que personne n'a jamais vécu ce qui s'est passé pendant le Covid, chacun peut avoir ses propres réactions. Ouais, sincèrement, c'était une période extrêmement éprouvante. Bon, nous, on est optimistes, entrepreneurs de nature, donc on sait ce que c'est que d'avoir des problèmes au quotidien, de les gérer, etc. Mais là, ça avait une telle importance, une telle envergure. Je me rappellerai toute ma vie quand on a eu les décisions et qu'on a appris qu'il fallait fermer nos 32 ou 33 centres, mettre tous les collaborateurs au chômage, sans savoir quand est-ce qu'on pourrait rouvrir, sans savoir ce qu'allait faire cette épidémie, sans savoir les aides auxquelles on allait avoir accès, sans savoir s'il faudrait continuer à payer les loyers, etc. Enfin, on avait des questions comme ça auxquelles on était incapable de répondre. Et clairement, ça mettait en péril la viabilité de l'entreprise, quoi. On savait vraiment pas où aller. Et puis quand on s'est développé comme ça, avec les niveaux de charges qu'on a, en fait, ça peut aller très très vite. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on coupe les revenus, les charges continuent de courir, Ouais, et ça va bien extrêmement sûr. vite. Mm. Donc voilà. Donc bon, une fois passé cet effet de sidération, on s'est vite retroussé les manches et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, sur quoi on avance. On a été extrêmement aidé par notre syndicat, nous, l'Union Sport et Cycle, avec qui on travaille beaucoup et direct. On a été en contact avec eux, qui étaient en branchement direct avec les ministères pour essayer de calibrer des niveaux d'aide sur lesquels on s'est battu au maximum. Rapidement, on a pu mettre au chômage et donc les collaborateurs ont pu avoir leur rémunération via les mises en place de services et de chômage. Donc ça, c'était déjà un point extrêmement important. Et après, sur les aides, ça a été très dur parce qu'entre 2020 et 2021, on a été fermé quasiment un an. On était considérés comme des lieux sensibles. On a perdu énormément d'argent et en plus de ça, quand on est un groupe, on avait des effets de plafond sur les aides. Et donc, autant les restaurateurs, tous les indépendants, eux avaient des aides qui correspondaient à leur business model et s'en sortaient bien. C'est-à-dire que même sans travailler, voilà. Autant nous, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'avec ces effets de plafond, en fait, on touchait très très peu d'aides. Euh, hormis la partie collaborateur, quoi, chômage, Ouais. etc. Et donc, on a tenu, nous, parce qu'il y a eu ces aides-là qui existaient, même si pour nous, elles n'étaient pas aussi significatives, elles existaient. Et deux, parce que l'entreprise, on l'a toujours gérée en bon père de famille et pour pas dire en bon auvergnat. Et du coup, et du coup, heureusement qu'on avait de la trésor parce que c'est la trésor qui nous a permis de passer le cap. Et après Ok. est venu le moment de la réouverture. Et quand on a réouvert, là, on se posait beaucoup de questions. Nous, on avait pris le parti de rembourser tous les clients parce qu'il y avait des clients qui avaient payé des écoles de Ouais, bien foot, sûr. etc. On a Mhm. remboursé tout le monde directement pour Bravo. pas faire comme les compagnies aériennes ou je sais pas quoi Mm. qui attendaient, qui traînaient, etc. Donc ça pesait encore plus sur la trésor, mais en se disant que c'était à la fois normal et à la fois montrer aux clients que on était tous dans le même bateau. Et puis quand on a réouvert, tous les gens avaient besoin de faire du sport, tous les gens avaient besoin de se retrouver, tous les gens avaient besoin de ces moments de convivialité. Et ce qu'on apporte nous dans nos activités, c'est une pratique sportive, mais c'est aussi un moment de partage, de plaisir, et puis de venir boire un coup et de se retrouver avec ses potes. Et en fait, on était en en plein milieu, au cœur de toutes ces nouvelles attentes. Et donc, on est reparti instantanément sur des fréquentations qui étaient top, qui étaient même meilleures qu'avant. Et donc, ça a été un grand soulagement parce que là, on s'est dit, bon, on peut repartir de plus belle et on remet la marche avant, quoi, voilà. Mais on s'est jamais arrêté. Pendant tout le Covid, on a fait que bosser pour préparer la suite, pour anticiper les réouvertures, pour lancer des nouvelles marques, structurer nos sociétés, là, continuer les projets de développement sans savoir où on allait. Mais on s'est dit, si on réouvre et que ça repart bien, on aura ces projets de développement. Et aujourd'hui, on en récupère tous les fruits parce que Ouais. là, on va faire une année exceptionnelle, la meilleure année qu'on ait jamais fait, euh, avec un foot à 5 qui cartonne sur tous nos produits, tous nos services, la location, les ligues, les offres B2B, entreprises, tout. Et puis le padel qu'on lance, et à chaque fois qu'on ouvre les terrains de padel, il se lance très vite aussi, très bien. On maîtrise bien aussi maintenant toutes ces ouvertures.
Et donc, on a deux leviers de développement extrêmement forts, la poursuite sur le foot à 5 et puis le paddle derrière. Donc, c'est top. Ouais, mais c'est en fait ce que je trouve hyper intéressant, c'est que vous avez, enfin, tu t'as dit, on a géré en bon père de famille, et en bon auvergnat, mais vous avez aussi été stratège, c'est-à-dire que ce temps de recul que le Covid a malgré tout offert, hein, puisque quoi qu'il en soit, on pouvait plus faire l'activité classique, donc vous en êtes servi pour déjà poser votre stratégie, et comme tu le dis, t'en récoltes les fruits aujourd'hui, donc la prise de hauteur, elle est utile. Et elle a payé. Aujourd'hui, Ouais. moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que, comme tu l'as dit, tu n'étais pas un ancien footballeur et autres qui, eux, ont des contacts beaucoup plus simples avec certaines grandes marques. Et vous avez donc aujourd'hui un partenariat avec Nike, avec Coca-Cola. Mais j'ai vu aussi que vous avez la PSG Academy, la FFF. Tout ça, ça se construit comment? C'est avec le temps et le fait d'être reconnu par les professionnels du milieu qui fait que les grandes marques elles arrivent, ou alors c'est un travail de fond qui fait que dès le début, comme vous y avez cru, vous avez été tout de suite tapé aux portes en disant vous pouvez venir chez nous. Ça s'est passé comment pour que les gens puissent comprendre un petit peu le fonctionnement? Non, il y a une étape extrêmement importante en 2014, c'est que en fait, on fusionne les deux réseaux, Soccer5 et Urban Football. Donc, Victor Hoguet et Nicolas Warter. Nicolas est toujours associé et directeur général à mes côtés du groupe. Et quand on fusionne ces deux réseaux, en fait, on passe instantanément, je crois qu'on avait 14 centres chacun, on passe instantanément à un réseau de 20, je sais plus combien, 26, 27 ou 28 centres. Mhm. Et là, on devient beaucoup plus visible, beaucoup plus important. Urban avait des positions en région parisienne aussi extrêmement importantes. Ils avaient déjà créé un partenariat avec la PSG Academy qu'on a pu nous développer ensuite sur toute la France. Et donc là, on devient d'un seul coup un acteur national avec un gros rayonnement. Et là, c'est plus facile d'aller taper aux portes. Mais tout ça, ça s'est construit. C'est-à-dire que au début, on part de rien, on part d'une feuille blanche. Mhm. Et donc, on le construit petit à petit. Plus tu grossis, plus tu vois que tu intéresses les marques. Et puis, plus tu es capable aussi de leur proposer des choses en contrepartie. Parce qu'une marque, elle vient que si elle a des contreparties intéressantes. Donc, c'est à la fois un positionnement marketing, de montrer que cette pratique, elle est hyper tendance, hyper jeune. Et donc, c'est un levier marketing pour actionner aussi leur marque. Puis à la fois des volumes, du business qu'on crée ensemble. C'est-à-dire que tu développes du business avec ces marques. Et ça les intéresse aussi. Mais ça se construit avec le temps. Et c'est vrai qu'il y a un effet un peu volume et masse pour aller chercher ces gros partenaires qui fait qu'ils peuvent avoir un intérêt fort, quoi. Voilà, business. Pour synthétiser un petit peu les activités que tu as aujourd'hui, je suis une entreprise, je peux intervenir, enfin je peux venir chez Urban Soccer ou Urban Event que vous avez créé pour créer un moment de team building, hein, comme on appelle ça. Donc tu as aussi le paddle, tu as aussi le foot, tu as aussi donc Urban Village. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'activités que vous avez mis en place? Donc là, tu as parlé de la PSG Academy avec des stages, a priori la FFF aussi, pour que les gens aient un petit peu de... Il y a peut-être des tournois de paddle qui se créent. Voilà. Est-ce que tu as deux, trois éléments pour que ceux qui écoutent se disent, tiens, ça peut m'intéresser d'aller jeter un petit œil sur ce qui se passe? Effectivement, notre métier principal, c'est la location d'un terrain à l'heure. Donc, tu viens avec tes potes, tes collègues de travail, tu réserves un terrain et puis vous venez jouer à 10 joueurs, 5 contre 5. Puis après, on a développé énormément de produits et de services. C'est tout ce qui se voit un peu moins, mais qui fait partie intégrante du groupe maintenant et qui représente plus de la moitié de notre chiffre d'affaires. Ce sont tous les produits qu'on a. Donc, on a des produits B2B pour les entreprises. Tu as parlé de l'événementiel. On fait énormément d'événements, de séminaires avec de la pratique ludique et pas que du foot d'ailleurs, parce qu'on fait plein d'autres activités sur nos terrains. Et puis la possibilité de faire des réunions, la possibilité de faire des buffets, traiteurs, etc. Tous les ans, on fait par exemple un événement dans notre centre de Meudon qui s'appelle le foot éolien, qui regroupe toutes les entreprises qui travaillent dans l'éolien. On a reçu cette année 1500 personnes sur une journée complète, sur un tournoi incroyable. Donc voilà, on fait plus de 1000 événements par an sur tout le réseau. On a des championnats qu'on appelle les ligues, et notamment les business leagues qu'on est en train de développer beaucoup. On a racheté cette société pendant le Covid pour développer des championnats premium de foot à 5 pour les entreprises et par secteur d'activité.
Donc Excellent. par exemple à la Défense, la ligue pharmaceutique avec toutes les entreprises qui bossent dans le monde pharmaceutique. Donc c'est à la fois du plaisir, du fun, ils se rencontrent entre eux et à la fois du business, du réseau. Bien sûr. Donc on fait des tournois, bien sûr, on fait des ligues internes pour des entreprises qui ont plusieurs équipes et donc on leur organise un championnat dédié. Ensuite, on travaille beaucoup en B2C aussi les enfants. On a la PSG Academy avec des écoles de foot. Vous jouez une fois par semaine ou des stages de foot pendant les vacances scolaires. Les anniversaires, on fait énormément d'anniversaires. Voilà, on a une activité aussi autour du bar et du snack qu'on développe beaucoup avec plein de produits qui fait que vous prolongez l'expérience au clubhouse, mais de plus en plus vous pouvez boire un verre, mais aussi manger. Et on travaille beaucoup sur ces aspects de nourriture saine et de produits durables. Et sur le padel, et ben effectivement tous ces produits, on va essayer de les développer aussi petit à petit. Il y a tout à construire sur le padel, notamment pour les enfants, parce qu'aujourd'hui la pratique chez les enfants elle n'existe pas. Et donc ça, il faut C'est le vrai. créer. Et puis, il y a beaucoup, c'est vrai que c'est une activité un peu différente. On est beaucoup sur le ludique, sur le loisir, sur le foot à 5. On est rapidement plus sur un esprit un peu plus compète, match, performance sur le padel, avec beaucoup Mm. de cours, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de professeurs qu'on comprend et qui viennent donner des cours. Et puis beaucoup d'organisation de tournois pour animer, dynamiser les centres. Voilà. Ok. Et si je suis jeune étudiant en Master 2 comme tu l'as été et que je veux entreprendre dans le sport, qu'est-ce que tu donnes, enfin, qu'est-ce que tu partagerais comme apprentissage que tu as fait de ce beau parcours que tu as aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et dans le sport? De venir faire une expérience de travail chez Urban Soccer pour apprendre le métier, de voir ce que c'est. Mais nous, on a beaucoup une organisation comme la nôtre, elle ne tient qu'à nos collaborateurs en fait, parce que euh, ce qui fait le succès des centres, c'est ce qui se passe dans les centres, c'est l'accueil dans les Mhm. centres, c'est comment sont accueillis les gens, est-ce qu'ils sont dans un terrain, dans un centre qui est propre, ils vont avoir des sourires, est-ce qu'ils sont servis rapidement, est-ce qu'ils sont encaissés rapidement, est-ce que voilà. Et donc nous, toute l'organisation, elle tient à tous les collaborateurs d'Urban, chacun dans les centres, avec des responsables de centre, des responsables adjoints, des éducateurs, de l'encadrement, est-ce que l'anniversaire va bien se passer, Moi j'ai conscience en permanence et on insiste beaucoup là-dessus. On dit toujours comme dans le sport, tu sais la vérité sur le terrain. Et c'est notre ADN. Et donc, venir faire une expérience chez Urban Soccer, c'est aussi essayer d'apprendre ça. Donc, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, on sait que c'est au cœur de nos préoccupations, c'est de faire en sorte que tout se passe au mieux dans les centres. Et ça tient à toutes les équipes qu'on a. Et donc, c'est une bonne expérience. Après, sur les qualités, dans l'entrepreneuriat, il faut apprendre à avoir une vraie méthodologie de travail. Et là, moi, j'encourage tout le monde à apprendre ce que c'est qu'une vraie liste de tâches pour pouvoir se décharger et s'organiser dans le travail. Faire une liste de tout ce qu'on a à faire, sans forcément tout classer, etc. Mais de noter toujours tout ce qu'on a à faire, c'est extrêmement important. Et après, il y a une qualité. Un jour, j'avais quelqu'un qui m'avait traité on s'était un peu fâché, il m'avait traité d'opportuniste. Et ça m'avait beaucoup blessé à l'époque, mais je reprends souvent ce terme parce que je trouve que l'opportunisme, en fait, c'est une vraie qualité. Mhm. C'est un mot qui est souvent galvaudé et au contraire, en fait, tout le monde doit être opportuniste dans la vie pour saisir des occasions, savoir les provoquer déjà et ensuite savoir les saisir. Et donc, il faut être opportuniste, mais il faut savoir essayer de faire bouger les lignes en permanence, de bouger, toujours aller de l'avant et de passer les étapes une par une pour avoir des belles opportunités et les saisir au bon moment. Ouais, très bien. Merci pour ces messages. Avant de parler de l'avenir et de conclure, je voulais faire une petite parenthèse parce que j'ai vu sur ton parcours que tu avais cofondé ou en tout cas tu étais partie prenante à MyForêt et j'ai trouvé le concept et moi ça me parle forcément très fortement. Et puis tu as parlé de l'Auvergne, je suppose qu'il y a aussi ce côté en lien avec la forêt, mais c'est l'idée de créer des mini-forêts sur mesure. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots? Ça pourra intéresser certains d'aller zioter et de faire les curieux. C'est une entreprise que j'ai créée parce que moi j'ai toujours été très sensible à toutes ces questions environnementales et Mhm. climatiques. J'ai grandi en Auvergne, mon papa a un restaurant dans la vallée de Chaudefour
quand j'étais petit, il y avait des mètres de neige qu'il n'y a plus. Et donc, je l'ai toujours senti, en fait, j'ai toujours senti ça. Et parmi les solutions qu'on a, il n'y en a pas beaucoup, même si on parle toujours de plein de progrès technologiques, mais on ne les voit pas arriver. Les émissions de carbone continuent de grossir. Elles ont encore battu tous les records cette année. Et là, il y a une vraie solution qui existe, c'est les arbres. Les arbres, ils ont toutes les qualités, ils ont des qualités incroyables. Je dis toujours que si j'avais inventé une machine qui soit capable de stocker du carbone, de filtrer l'air, de filtrer l'eau, de rafraîchir l'air, etc., je ferais le tour du monde, en fait, pour présenter mon invention. Et en fait, cette invention, elle existe, c'est les arbres. Et donc, j'avais découvert un concept de mini-forêt et je me suis dit, il faudrait rendre ça sexy pour le mettre au service des entreprises ou de collectivités et qu'elles puissent créer des mini-forêts, planter des arbres. Parce que quand on tourne la tête, et moi j'ai ce défaut maintenant, à chaque fois que je tourne la tête, je me dis, mais là, on pourrait planter des arbres. Il y a partout des endroits comme ça, des grandes surfaces où il ne se passe rien, inerte ou du gazon. Donc je suis parti de cette idée, et puis pendant le confinement, j'ai créé le concept MyForêt, j'ai déposé la marque, et je me suis dit, on va créer des mini-forêts, mais en plus, on va mettre des aménagements qui vont servir. Donc, on a créé une mini-forêt bien-être avec des aménagements, une mini-forêt pédagogique pour faire venir des classes, faire école en forêt et puis planter. Voilà. Je me suis rapproché d'un expert forestier qui s'appelle Sylvestre Couder, qui a un cabinet qui est auvergnat comme moi, qui habite à 500 mètres de chez moi, Val d'Ozo, que je suis allé voir pendant le confinement et qui m'a accueilli et qui m'a dit, mais c'est super ton idée, je vais t'aider. Et donc, lui a apporté toute l'expertise forestière dont on avait besoin. Et puis après, j'ai donné le bébé à une amie à moi qui s'appelle Céline Coinchon et mon frère Anthony, qui ont pris le relais pour essayer de développer MyForêt. Parce que moi, je peux pas tout faire, mais c'est un truc qui me tient à cœur parce que c'est une belle idée. Et donc, eux sont en train d'essayer de le développer. On a déjà fait une dizaine de mini-forêts. On a travaillé avec des grands comptes, Enedis, le Crédit Agricole, qui nous a beaucoup aidé au départ. On a travaillé avec des collectivités. On a travaillé avec le centre Leclerc vers chez nous, là, en Auvergne. Et puis, l'idée, c'est d'essayer de le structurer et de le développer. Et on sent que le produit plaît énormément. On amène une vraie expertise avec les experts forestiers. Et donc, j'espère que ça va se développer. Et là, on vient de faire un deal avec Urban parce que Urban, on essaye aussi beaucoup de bouger sur toutes ces questions de RSE, d'émissions de gaz à effet de serre. On a fait plein de choses. On était une des premières entreprises, je pense la première entreprise à faire un bilan carbone de scope 3, c'est-à-dire avec les émissions directes et indirectes. Et donc là, on vient de faire un deal avec MyForêt. On va planter une mini-forêt sur notre site de Toulouse au 100 millième but en ligue. Donc, il faut que les joueurs mettent des buts et nous, on se chargera de planter des arbres. Et donc, ça sera, je pense, pour la fin d'année, là, pour l'automne, qui sera la bonne saison pour planter et pour avoir ces 100 000 buts. C'est vraiment, c'est top et c'est pour ça que je voulais faire cette parenthèse parce que on l'oublie aussi, mais pour pouvoir pratiquer le sport, et je vais prendre l'exemple, tu as parlé de course à pied, quand on est en ville, s'il n'y a pas les arbres, et on se rend compte d'autant plus quand on gare sa voiture que dès qu'il fait chaud, les gens veulent se mettre en dessous des arbres. Quand il fait pas chaud, ils veulent pas se mettre en dessous des arbres. Ils ont peur qu'il y ait des trucs qui salissent leur voiture. Mais quand il fait beau, tout le monde cherche les arbres et c'est notre seule solution. Tu l'as dit, c'est l'un des systèmes et c'est un être vivant, donc c'est encore mieux. C'est un des systèmes les plus ingénieux du monde et voilà, ça a été créé par la nature, quoi. Bien sûr, et tu sais que l'ombre sous un arbre n'est pas la même ombre que sous un bâtiment, etc. Il y a un phénomène qui s'appelle l'évapotranspiration. Les arbres rejettent aussi de l'eau, et donc c'est une ombre qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus agréable. Quiconque va sous un arbre a connu cette expérience-là. Et donc, tu sais qu'il va y avoir des impacts énormes sur le réchauffement climatique et la pratique sportive, et notamment en milieu urbain, parce que on va avoir beaucoup plus de chaleur forte, de canicule. Et donc, on ne pourra plus faire les sports comme on les fait actuellement toute l'année. Il va y avoir des vraies conséquences. Et donc, tout ça, il faut essayer de l'anticiper, de les prévoir et trouver des solutions. Et planter des arbres, c'en est une. Bravo. Pour terminer, l'avenir de Urban Soccer, Urban Village, Urban Padel et Urban Event, c'est quoi? Puisque là, on enregistre, on va rien cacher, fin juin, on va diffuser au mois de septembre. C'est quoi l'avenir là, dans les mois et même peut-être années à venir, hein, la volonté, elle est de stabiliser, la volonté, elle est de recréer des nouvelles choses dont tu peux parler, bien sûr, si c'est le cas. Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous donner une petite piste pour que les gens, une fois qu'ils ont écouté le podcast, ils puissent se dire tiens, je vais continuer à les suivre pour voir un petit peu comment ça se développe? À court terme, on a un événement important pour nous en interne, c'est notre séminaire où on a tous nos responsables de centre, tous nos responsables de service. On se retrouve tous à Bordeaux cette année, on change tous les ans.
Ouais. Et donc, ça, c'est un événement important pour tous se retrouver ensemble, voilà, reparler de nos projets, etc. Dans les grandes orientations, il y a toute notre stratégie RSE qu'on déploie depuis longtemps, mais sur lequel on est très focus aujourd'hui pour justement essayer de réduire au maximum nos émissions de gaz à effet de serre, essayer de réduire nos consommations énergétiques, et puis favoriser aussi de l'autre côté sur la partie un peu plus sociale et sociétale l'accès à la pratique pour le plus grand nombre. Donc ça, on est vraiment focus là-dessus, c'est au cœur de notre stratégie. Et puis après, c'est de continuer le développement parce qu'à la fois sur le foot à 5, tous les produits dont j'ai parlé, tous ces produits évoluent à chaque rentrée avec des nouveautés, des nouvelles façons de faire, des évolutions digitales, voilà. Et puis ouvrir de nouveaux centres parce que on va ouvrir à Lyon, Dardy en fin d'année, un nouveau centre à la fois foot et padel. On a beaucoup de projets dans les cartons sur des nouvelles villes où on va arriver, des nouvelles ouvertures. Et puis le padel, parce qu'on a un gros programme d'ouverture de terrain de padel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 100 de terrains. Et donc on a de quoi faire là, on a du fil à retordre pour ouvrir tous ces centres. Ok, et c'est déjà une belle liste de tâches à faire parce que déjà rien que maintenir une entreprise et de la faire tourner, c'est déjà du boulot pour ceux qui ont leur entreprise, ils comprendront. Les autres, voilà, vous avez entendu tout ce que Julien vient d'expliquer. En tout cas, vraiment, Julien, merci d'avoir partagé ton parcours sur Tout un sport. Ce sera un plaisir de mettre en avant les activités d'Urban Soccer et n'hésite pas dès qu'il y aura des éléments. Tes équipes, elles peuvent m'envoyer. Puis moi, je continuerai à partager au-delà du podcast les événements qui ont pu se passer. J'ai juste à dire bonne continuation, bonnes vacances quand elles arriveront et puis surtout bon séminaire puisqu'on sait que c'est ce qui détermine aussi un petit peu le lancement de l'année. Exactement. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci à toi, au plaisir. Au revoir, merci. Et voilà, c'est le coup de sifflet final. Fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts ? Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet, Votre histoire est un cadeau, sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.